Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WeBourse. Alors aujourd'hui, on va continuer de parler analyse fondamentale. De toute façon, c'est ce qu'on sait faire. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer au match action de croissance versus value. Et j'ai choisi ce thème parce que d'abord, c'est d'actualité. Même si le CAC est relativement stable depuis le début d'année, on a vu une rotation sectorielle assez violente lorsqu'on regarde valeur par valeur. Donc si vous êtes tenté de vous positionner sur un profil d'entreprise en particulier parce que vous pensez que cette rotation sectorielle vers les values va perdurer, ou au contraire, vous pensez que dans quelques mois, cette rotation va s'inverser et on aura un retour en force des bulldozers, alors autant bien comprendre les avantages et inconvénients de chaque style d'investissement. Et la deuxième raison, en vrai, elle est un peu plus personnelle. J'entends souvent, surtout des traders dire chez Master Bourse, ils font de la value, et des investisseurs et amis value dire mais non, vous êtes croissance, vous parlez de Pharmagest, de Hermès, et dans votre liste des 20 pépites, il n'y a pratiquement que des valeurs de croissance. Alors pour répondre à ce point tout de suite, on est à la fois l'un et l'autre. Et en vrai, on va chercher l'argent là où il se trouve. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer, ce qu'on regarde, et surtout, les pièges qu'on essaie d'éviter. Et idéalement, vous donner quelques marqueurs qui sont communs à des bonnes affaires que vous pourrez appliquer dans vos propres investissements en espérant de belles plus-values les prochaines années pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par action de croissance ou action value? Une définition simple et pratique serait de classer les entreprises cotées en fonction de leur PER ou cours sur actif net. Et toutes celles qui sont bien au-dessus de la moyenne, médiane, sont des valeurs de croissance. Et celles en dessous, ce sont les values. Et dans les deux extrêmes, on a d'un côté la deep value. Alors je m'excuse pour les termes en anglais, mais c'est ce qu'on entend le plus. On peut traduire aussi ça par grosse décote. Et de l'autre côté du spectre, très loin, on a les entreprises avec des ratios très largement au-dessus de la moyenne, qu'on appelle des entreprises d'hypercroissance. On peut raisonner en secteur aussi. Ceux qui sont valorisés avec des valorisations de croissance, et on a aussi des secteurs value. Mais il faut faire attention à généraliser rapidement. Le secteur des éditeurs de logiciels, par exemple, a une valeur sensiblement supérieure à la moyenne du marché, pour plusieurs raisons que j'aborderai tout à l'heure. Pourtant, Line Data est une entreprise value. Et à l'inverse, on peut avoir aussi un secteur qui cote largement en dessous de la moyenne, comme l'automobile par exemple, aujourd'hui. Et dedans, on a un Tesla. Et même si certains analystes nous disent que Tesla, c'est bien plus que des voitures, les 50 milliards de chiffre d'affaires de 2021 ne viennent pas encore des logiciels. Donc Tesla est encore un constructeur auto. Et il est tout sauf value. Et là, je voudrais parler d'une première confusion que j'entends même sur des plateaux télé. Il faut clairement distinguer value et cyclique. Les cycliques ne sont pas toujours value. De la même façon, les values ne sont pas toujours cycliques. La plupart des opérateurs télécoms, par exemple, sont des entreprises value, mais en aucun cas cycliques. Crise ou pas, il faut bien payer son abonnement à la fin du mois. De même, l'auto peut passer d'une période value, en bas de cycle, à une phase où ces entreprises sont valorisées, notamment au haut de cycle, très cher. Et là, ce n'est plus vraiment de la value. Donc, premier point, bien distinguer value et cyclique. Alors, probablement, certains d'entre vous, surtout les adeptes de Warren Buffett et Charlie Munger, disent déjà oui, mais value et croissance, c'est un faux débat, c'est la même chose, et il faut arrêter ce débat stérile. Et c'est vrai, et c'est Warren Buffett, avec sa pédagogie légendaire, qui a résumé parfaitement la situation. Really said that growth and value, they're indistinguishable. They're part of the same equation. Or really growth is part of the value equation. So our position is that there is no such thing as growth stocks or value stocks, the way Wall Street generally portrays them as being contrasting asset classes. Tout investissement sensé est un investissement value. Parce que du moment qu'on achète une action d'une entreprise qui a un cours bien inférieur à sa valeur intrinsèque, alors on achète de la value. Et comme la croissance peut être
une composante essentielle de la valeur intrinsèque d'une entreprise qui n'est pas toujours pleinement reflétée dans le cours, alors on a un investissement value, même si l'entreprise cote à 30 ou 40 ou 50 fois ses bénéfices. Et voici pourquoi en détail. Le premier étage de la valorisation d'une entreprise, c'est la valeur réelle des actifs aujourd'hui. C'est-à-dire, si on liquide la boîte, on vend tous les actifs, on paye toutes les dettes, et c'est ce qui reste, s'il en reste d'ailleurs, c'est la valeur plancher ou valeur à la casse. Et ceux qui investissent dans les actions value regardent beaucoup cette valeur. C'est la base de leur raisonnement. Ils vont dire, regardez, cette boîte cote sous son cash net par exemple. Ou encore, la valeur de l'immeuble de cette entreprise dépasse sa capitalisation. Ici, on raisonne vraiment en cours sur actif net. Ensuite, on a un deuxième étage où là, on va tenir compte de la rentabilité du business, parce qu'une entreprise rentable vaut plus que ses murs ou ses terrains. On va donner donc un prix à cette capacité bénéficiaire à créer de l'argent. Et on dira, ce n'est pas cher, ça vaut un PER de 7 ou 5 fois son résultat opérationnel. Et à ce stade, que ce soit en valeur à la casse ou faible PER, tout le raisonnement se porte sur le bénéfice ou les actifs aujourd'hui, à cet instant. Puis, on a le troisième étage de la valorisation et c'est la croissance. On ne peut pas valoriser, par exemple, LVMH sur les bénéfices de 2021 ou uniquement sur 2022. On sait que dans 10 ans, les bénéfices seront largement supérieurs à aujourd'hui. Et il faut bien tenir compte d'une façon ou d'une autre de cette croissance. Et la difficulté, évidemment, est de savoir combien on peut ou on doit payer aujourd'hui. Mais une chose est sûre, ça a un prix et il faut raisonnablement le payer. Donc si par exemple le marché sous-estime la croissance future des bénéfices et que vous êtes relativement serein avec vos prévisions à vous, alors l'entreprise peut paraître décotée ou encore value. Et c'est comme ça que Warren Buffett a réussi à marier l'approche de Benjamin Graham, celle de la valorisation des actifs ou des bénéfices à un instant T, et celle de Phil Fisher qui est basée sur la croissance et les bénéfices futurs. Deux approches qui peuvent paraître à première vue contradictoires. Alors un point rapide ici, je ne suis pas rentré dans le détail de comment faire des calculs ou quand raisonner avec la VCB ou la croissance, ça nous prendrait des heures et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais si vous voulez en savoir plus, on a créé un pack de résumés de 12 livres sur la bourse et ce graphe est un extrait d'un des résumés. Vous avez les points clés de chaque livre, les explications, des fiches de synthèse à la fin de chaque chapitre, des bonus de décryptage, des mises en application sur des entreprises cotées en France aujourd'hui. Bref, énormément de matière pour faciliter la compréhension de ces points et rendre le tout digeste et pratique et accessible même aux non-financiers. Ça coûte quelques 250 € et franchement, ça se rentabilise avec une seule bonne décision. Même avec un portefeuille de 2 ou 3 000 €. Et si votre portefeuille fait au moins 10 000 €, alors là, ça devrait être un no-brainer. Et puis, surtout, ce sont des connaissances qui vous serviront à vie. Voilà pour le moment placement de produits. Mais en vrai, il y a quasiment tout dans les livres. Et puis, de toute façon, on est tellement confiant qu'on a mis une garantie satisfait au 100% remboursé. Donc, si vous pouvez lire les résumés, et même si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez demander à être remboursé intégralement au bout de 2 mois. Et vous gardez tous les résumés que vous avez reçus et on vous demandera absolument rien en retour. Alors, parlons des risques et des avantages de chaque profil d'action. On commence par les entreprises value. L'avantage pour ces actions est que la valeur intrinsèque est relativement facile à calculer, parce qu'elle est basée 1 sur l'instant présent et 2 sur des éléments factuels. On peut retrouver le patrimoine de l'entreprise dans son bilan, dans le rapport annuel, faire des ajustements nécessaires, soustraire la dette, et on a la valeur des actifs aujourd'hui. On peut aussi normaliser les bénéfices, en retraitant par exemple certains produits ou charges en fonction du caractère
exceptionnel ou du niveau du cycle dans lequel on est. Et là aussi, tout est dans le compte et les annexes pour calculer un PER normalisé. Et ensuite, il suffit de diviser la capitalisation par ce bénéfice normalisé. Donc, les actions value ont entre autres ces deux avantages énormes et très appréciables. C'est la facilité et ce côté factuel. Le troisième avantage, c'est que si l'entreprise n'est pas chèrement valorisée par le marché, c'est que ce dernier n'attend plus grand-chose d'elle. Donc si elle publie une mauvaise performance, au moins une partie, voire l'intégralité de la mauvaise nouvelle est déjà dans les cours. Et l'action ne va pas trop baisser, normalement, même s'il y a toujours des exceptions. A l'inverse, si on a une bonne nouvelle, ce sera une vraie surprise pour le marché qui n'est pas du tout pricé et l'action va réagir beaucoup plus violemment à la hausse. Donc, sauf à avoir une très mauvaise nouvelle, il y a une certaine asymétrie du risque à court terme, en tout cas. Et à court terme, ici, c'est très important, j'y reviendrai. Donc, soit l'action baisse un peu, soit elle augmente beaucoup. Parlons des inconvénients des actions value. Alors, soit c'est une cyclique et value, et auquel cas il faut savoir timer le cycle. Si on regarde par exemple les équipementiers auto ou les banques, typiquement Société Générale, on voit qu'à chaque bas de cycle, à chaque crise, l'action retrouve les points bas de la précédente crise. On retourne 10 ans en arrière en termes de valorisation. Et entre ces deux creux, l'action peut faire x5 ou x20. Donc le timing du cycle, être dans la bonne moitié du cycle est vital. Si on achète une cyclique pas chère avec un PER de seulement 7 et que les bénéfices baissent de 50% à cause d'un retournement de la conjoncture, nous voilà avec un PER de 14 par rapport à notre prix de revient. Et là, ce n'est plus du tout la même bonne affaire. Mais même pour les actions value et très peu cycliques, si elles sont pas chères ou peu chères, c'est que la plupart du temps, il y a une bonne raison. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il est très rare de trouver une entreprise value qui soit en croissance pérenne et prévisible, avec une rentabilité élevée, un avantage concurrentiel fort et durable pour maintenir et préserver cette rentabilité élevée pendant des années et des décennies. C'est un peu chercher le mouton à 5 pattes. Et si vous le trouvez, alors vous avez en face de vous probablement une action qui fera x10 ou x100. Ça existe, certains le font très bien d'ailleurs, mais il y a un prix pour ça. Mais dans l'écrasante majorité des cas, on va trouver plutôt une croissance faiblarde, une rentabilité très moyenne et des perspectives pas toujours très claires. Et aussi des nouveaux acteurs qui disruptent et innovent. Et le souci avec ça, c'est que le temps ne travaille pas pour les actionnaires. Tenir longtemps une entreprise avec une rentabilité économique en dessous de la moyenne, c'est la certitude de sous-performer le marché. Le manque à gagner est terrible. Donc pour gagner avec les values, il faut les trader. Il faut les acheter vraiment pas cher et les vendre assez rapidement et pas cher pour que le TRI soit intéressant. Si on achète par exemple une action à 7 et on vend avec un PER de 10 ou 11, si on fait ça en 12 mois, alors notre TRI est de 50% et c'est génial. Mais si on met 10 ans pour vendre cette action et qu'entre-temps les bénéfices stagnent, alors là on a fait 50% en 10 ans, ça fait un TRI de 4%, c'est pas très intéressant. Et même Warren Buffett a commencé par faire ce genre de trading. Il achetait des actions à 3 ou 5 fois le PER, il vendait à 10 ou 11, il achetait beaucoup et il pouvait faire une moyenne très sympathique. Et c'est ce qu'il appelait au début les mégots de cigares qu'on ramasse par terre. Parce qu'il ne reste plus qu'une bouffée dedans, mais bon, c'est gratuit. On récupère le bout et après on jette le reste. Et le souci, c'est que pour que l'entreprise passe d'un PER de 7 à 11, il faut la plupart du temps un catalyseur. Il faut un élément fondamental qui change la perception du marché. Pourquoi les investisseurs commencent tout d'un coup à payer plus pour ce business?
Et donc, consciemment ou inconsciemment, en achetant des values, on fait un trading de news. Et je tiens à préciser ici que faire du trading n'est en aucun cas péjoratif. On achète des values chez Master Bourse, j'achète des values, mes associés achètent de la value, des cycliques aussi, et on gagne bien notre vie avec. Mais je suis parfaitement conscient de l'importance du timing dans la performance du TRI global. Et j'attends toujours un catalyseur avant d'acheter ce genre d'entreprise. Je n'achète jamais une entreprise pour la seule raison qu'elle n'est pas chère. Il faut une raison valable sur pourquoi le marché va maintenant changer d'avis. Parce que ce qui n'est pas cher peut très bien rester pas cher pendant des décennies. Énergie, par exemple, n'est vraiment pas cher. Mais à moins de mettre ces tours en vente ou ces chaînes télé, c'est des catalyseurs, il n'y a aucune raison fondamentale pour que le marché change d'avis, pour qu'il s'emballe et paye 2 ou 3 fois l'action, ce qui reflète d'ailleurs un peu mieux sa valeur intrinsèque. En attendant, c'est du dead money et le manque à gagner sur du long terme peut être terrible. Alors on peut toujours avoir un événement imprévisible qui change la donne chez Energy, mais ce serait compter sur le hasard pour gagner en bourse. Et c'est pas notre façon de faire. Donc pour la très grande majorité des entreprises value, évidemment il y a toujours des exceptions, comme elles ne sont pas très rentables intrinsèquement, elles ne créent pas plus de valeur que les autres entreprises. Donc c'est à nous, investisseurs, de créer encore plus de valeur pour compenser. Et comment? En faisant du trading. Il faut bien réussir son prix d'entrée, ne pas rater la porte de sortie et ne pas y rester pendant 10 ans. Sinon, c'est le fameux value trap. Les actions de croissance, c'est un peu l'opposé. On a généralement des perspectives de croissance jugées très intéressantes, mais on n'est pas dans une optique patrimoniale aujourd'hui, mais plus sur une analyse stratégique du marché et de ce que va faire cette entreprise dans ce marché les prochaines années, et surtout comment et pourquoi ces produits vont tirer cette croissance attendue. On regarde donc plus le futur, même si on tient compte de la rentabilité aujourd'hui du business. Intellectuellement, c'est une approche très différente de la value. Dans la value, comme vous l'avez compris, on part du rapport annuel ou des screeners, on analyse le patrimoine, les bénéfices passés ou de l'année en cours, et ensuite on regarde le futur sans lui donner autant de poids que l'image à cet instant qu'on se fait de l'entreprise. L'inconvénient donc des actions de croissance est comment estimer le futur. Comment estimer la valeur d'une entreprise ou des bénéfices d'une entreprise dans 10 ou 15 ans si même le management ne sait pas très précisément quel est le chiffre d'affaires qu'il va faire dans 1 an ou 2. Évidemment, le spectre des entreprises de croissance est très large. Dès qu'une entreprise affiche quelques exercices de croissance à 2 chiffres, on va tout parler d'une valeur de croissance. Et donc c'est un peu une catégorie fourre-tout, avec certainement les leaders de demain, mais aussi des imposteurs qu'on n'entendra plus parler d'eux dans quelques années. Il y a donc 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est l'incertitude du futur, qui par essence rend toute estimation de valeur intrinsèque très approximative et risquée. Et plus on donne de l'importance à la croissance future, et plus ça devient aléatoire et risqué. Je m'explique. Sur une entreprise de croissance qui génère déjà de beaux free cash flow, on va dire oui, on a 4% de free cash flow yield, on peut raisonnablement tabler sur 5% de croissance par an. Donc en somme, cette action va rapporter quelques 9% par an. À minima, même si on se trompe sur les 5%, on a toujours ces free cash flow aujourd'hui qui peuvent amortir. Par contre, valoriser une techno qui pour le moment ne fait que cramer de l'argent et qui ne gagne pas un sou, c'est beaucoup plus difficile et donc plus risqué. Et le deuxième inconvénient, c'est que comme les attentes sont très élevées, les sanctions sur les déceptions sont plus dures que par exemple les values. Les croissances ont une réputation et doivent absolument la tenir.
Mais il y a aussi des avantages à investir dans les actions de croissance. Il n'y a pas que des risques. Le premier, c'est que la croissance peut être là et même largement au-dessus de ce que le marché price au jour d'aujourd'hui. Et les actions de croissance peuvent très bien faire x10, x50, x100. Il n'y a pratiquement plus de limite. Peter Lynch disait « l'action ne peut faire que moins 100%, mais par contre, elle n'est pas capée à la hausse. Elle peut faire 1000, 2000, 5000%. » Le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de timer le marché. Tant que l'entreprise déroule, tant que notre thèse d'investissement tienne la route, on se laisse porter. Même si on paye un peu cher l'action à l'entrée. Amazon, par exemple, valait à peine 10 $ en 2001. Alors, même si un investisseur l'avait payé 100 $, 10 fois plus le cours de l'époque, il aurait le sourire aujourd'hui avec un cours à 3000 $ presque. Il aurait fait 19% par an pendant 20 ans, sur la base des cours de 100 $. Si on prend les 10 $, on serait à 33% par an. Donc on voit que le PER ou les actifs de l'époque, c'est secondaire. Pour le troisième avantage, je dois diviser les actions de croissance, cette catégorie un peu fourre-tout, comme je disais, en deux sous-catégories. On a les hypercroissances ou les modèles en devenir. C'est concrètement tout ce que vous pouvez trouver dans le fonds ARK. Des entreprises qui ne gagnent pas encore de l'argent, mais qui promettent des montagnes de cash dans le futur. Et on a la sous-catégorie, les GARP, que nous, on aime bien. C'est-à-dire la croissance à prix raisonnable. C'est les LVMH, L'Oréal, Pharmagest, Robertet et toutes ces entreprises qui affichent de belles croissances et sont positionnées sur des marchés dynamiques, le tout avec des rentabilités largement au-dessus de la moyenne. La rentabilité économique de ces entreprises, c'est justement l'énorme avantage et très sous-estimé, même des investisseurs qui semblent bons. Je vais prendre une image pour bien comprendre ce point qui est potentiellement le plus important pour moi en finance. Si on met toutes les considérations sociales et environnementales de côté, une entreprise à but lucratif est au bout du compte une machine à fabriquer de l'argent. Elle investit 100 et à la fin de l'année, elle se retrouve avec 110. Donc sa rentabilité est de 10%. Une autre va investir 100 et elle va terminer l'année sur la même période avec 130. Elle est encore plus efficace. Donc plus la rentabilité est forte et durable, et plus les bénéfices vont augmenter vite, et plus la machine va créer plus d'argent pour les actionnaires. Le temps joue pour les actionnaires qui possèdent les machines qui impriment les plus vite. Et tout ce que doivent faire ces actionnaires, c'est vérifier que la voie est libre pour que la machine continue d'imprimer avec la même vitesse aussi longtemps que possible. Ne pas vendre trop tôt, même si par moment le cours peut dépasser la valeur intrinsèque. Il peut devancer la valeur intrinsèque. C'est pas grave, la valeur intrinsèque va rattraper. Et c'est ça le troisième avantage que je voudrais souligner dans les entreprises de croissance. Je vous donne un exemple bien concret. Il y a 11 ans, j'ai acheté Google à un PER de 20. Ce n'était clairement pas value selon les critères de Graham. Sa capitalisation était de l'ordre de 180 milliards. Évidemment, à l'époque, il y avait des gens qui me disaient qu'il y avait mieux à faire, et probablement à raison, et que c'était cher. Là, c'est clairement à tort. Mais qu'il y a des risques et tout ça, et on ne sait pas comment sera Google dans 10 ans. Cette semaine, Google a publié quelques 75 milliards de dollars de bénéfices pour 2021, soit un PER de 2,5 par rapport à mon prix de revient, et la capitalisation des 180 milliards que j'ai payé il y a 10 ans. Et en vrai, la situation est encore meilleure, parce qu'aujourd'hui, Google a 130 milliards de cash net dans les caisses. Et là, on n'est plus très loin de ce que moi et tous les investisseurs qui ont payé l'action en 2011. Tout ça, on a pratiquement tout ce magnifique business pour rien. Et 10 ans plus tard, Google continue de régner en maître et il est toujours numéro 1 de la publicité en ligne.
Tout ça pour dire que quand on achète de belles entreprises de croissance et qu'elles délivrent, et que notre thèse d'investissement est juste au départ, on n'a pas à timer le marché, ni trop s'inquiéter sur le prix d'entrée. On n'a pas à s'inquiéter si l'action ne bouge pas pendant quelque temps. Tant que le business délivre, l'action fera son rattrapage tôt ou tard. Si le marché n'est pas aujourd'hui, n'accepte pas de payer 100 $, il payera 130 l'année prochaine. Et s'il ne paye pas 130 l'année prochaine, il payera 160 l'année d'après. Si, évidemment, le business continue de délivrer comme prévu. Pour revenir à Google, par exemple, le profit opérationnel a augmenté chaque année depuis 2011. Mais l'action n'a pas toujours suivi avec exactement la même progression. Elle n'a rien fait, par exemple, pendant 3 ans. Mais entre 2011 et 2021, les bénéfices ont fait x8 et le cours a fait x10. Et je vois beaucoup d'investisseurs parler de buy and hold, c'est-à-dire acheter et conserver des actions pour du très long terme, et ensuite enchaîner avec des valeurs value ou cycliques. C'est à mon sens une grave erreur. Et si vous commencez, vous, à investir en bourse, il ne faut pas acheter ce genre de boîte et les garder 20 ans. Le buy and hold, qui surperforme le marché sur du long terme, se fait sur les plus beaux business et surtout ceux qui peuvent maintenir une rentabilité très élevée sur le long terme grâce à un avantage concurrentiel fort. Et la deuxième condition, très importante aussi, avoir un marché assez large et en croissance pour pouvoir redéployer chaque année des bénéfices de plus en plus importants pour garder justement cette même rentabilité. Et nous, en tant qu'actionnaires, on doit juste vérifier que la machine imprime toujours autant de billets avec la même vitesse et que la voie est libre pour garder cette dynamique. Par contre, si on veut surperformer le marché avec des values qui ne génèrent pas une rentabilité spécialement élevée, encore une fois, on doit faire du trading. Même si ce que je dis ne plaira pas forcément à tout le monde, on fait du trading de cycle, trading de news, trading de valorisation en grappillant quelques points de PER pour revendre rapidement, mais il faut bouger. Alors, quand je parle de trading, je ne parle pas non plus d'acheter et vendre en quelques jours ou quelques semaines, mais plutôt de quelques mois à 1 an ou 2. Tout dépend de la durée du cycle, en vrai. Et encore une fois, ce n'est absolument pas une critique d'un style d'investissement en particulier. On a des values, on fait du trading de news, et un grand merci au POA qui nous permet de faire ce genre d'aller-retour sans passer par la case impôt. Mais c'est la réalité. Et on a aussi des GARP. Bref, on essaye vraiment de trouver l'argent là où il se trouve, en fait. Et j'essaye simplement de décrire cette réalité. Un exemple d'une action value qui m'a bien payé, en 2012, j'ai acheté Montupet, un équipementier automobile, cyclique et value à l'époque. De mémoire, le PER était entre 2 et 3. Et on sortait de la crise de 2009 qui a anéanti le secteur, à la fois en business et en valeur boursière. Et malgré tout, Montupet margeait déjà à l'époque près de 16%. Et je ne comprenais pas trop comment un équipementier auto pouvait avoir une telle rentabilité, une telle marge opérationnelle. Et en faisant des recherches, j'ai compris que les culasses des moteurs de voitures est une pièce extrêmement importante dans le rendement d'un moteur. Et sur ce marché, il y a 2 principaux équipementiers automobiles au monde. Un Canadien généraliste et un petit Français positionné plus sur le haut de gamme parce qu'il a une très belle techno. Et c'était Montupet, justement. Et les 2 catalyseurs étaient, pour moi, à l'époque, la reprise du secteur auto après 4 années catastrophiques, et aussi les 3 principaux co-actionnaires et aussi co-dirigeants qui achetaient agressivement des actions sur le marché. J'ai payé l'action 4 €, puis j'ai renforcé à 9 lorsque je voyais que la situation s'améliorait pratiquement chaque trimestre. Et 2 ans après, on a eu une OPA à 76 €. C'était un x15 en 2 ans.
Et si je vous parle de Montupet, c'est pour vous dire qu'on peut très bien gagner en bourse avec des cycliques, avec des values, si on arrive à identifier les marqueurs d'amélioration de la situation. Et même ceux qui sont arrivés très tard et voulaient attendre une confirmation de la reprise parce qu'ils n'étaient pas sûrs, parce qu'ils sont trop inquiets, ceux qui ont acheté à 35 ou 40 euros ont fait x2 en moins d'1 an. Donc mon message ici est qu'on peut vraiment gagner en bourse avec tout type d'action si on connaît les règles du jeu dans lequel on s'embarque. C'est très important de comprendre dans quoi on s'embarque et comment jouer sa partie. Et pour finir cette vidéo, je vais parler très rapidement du Graal en bourse. Ce sont justement les actions qui changent d'un statut de value à croissance. On les appelle aussi les recovery. C'est souvent un changement de dynamique qui s'opère dans le marché et des fois, c'est assez rare, des revirements stratégiques très importants et qui s'avèrent payants. Les plateformes type Netflix par exemple ou YouTube sont justement le genre de changement de la dynamique du marché qui ont transformé une boîte comme Xylam d'une boîte value à une entreprise de croissance. Et son cours a fait x20 en 2 ou 3 ans. Mint aussi est un bon exemple. C'était une entreprise zombie dans les télécoms, un penny stock, et la décision de se désengager graduellement de ce marché et de devenir un fournisseur d'électricité a été radicale et un game changer. L'action est passée de 25 centimes en 2016 à 10 euros en janvier 2021. Un fois 40. Alors, chez Mint, on n'est pas passé de la value à croissance, mais plutôt d'une quasi-faillite à cyclique. Mais pour vous donner une idée sur la puissance d'un changement de profil d'une entreprise. Attention tout de même, oui, les recovery sont les actions qui payent le plus à court et moyen terme, si on arrive à identifier les marqueurs d'amélioration assez tôt. Mais elles sont aussi très très rares. Et sur probablement 20 entreprises qui pourraient matcher ce profil, il n'y en aura probablement qu'une seule qui le sera réellement, et peut-être 5 ou 6 qui feront carrément faillite. Et encore, avec un taux de 5% de réussite, je pense que je suis un peu optimiste. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de les chercher tous les jours, ni tous les ans. Si vous arrivez à avoir une bonne idée, une recovery tous les 10 ans, vous ferez une très belle performance sur une carrière de 30 ans d'investisseur particulier, même si vous ne mettez que quelques pourcents de votre portefeuille dedans. Avec 5% de son portefeuille, par exemple, et une recovery qui fait x20, le portefeuille d'un actionnaire peut doubler sans même tenir compte des 95% restants. Donc si vous faites sur les 95%, 11% par an pendant 10 ans, et sur les 5% une recovery de x20, vous aurez un rendement total de 20% par an sur 10 ans, soit mieux que 99,5% ou 9% des investisseurs. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas que les recoveries deviennent une obsession. Vous avez besoin d'une seule bonne idée, d'une seule recovery tous les 10 ans. L'occasion va se présenter tôt ou tard. Et le plus important, c'est de prendre soin des 95% restants entre-temps. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter gratuite pour recevoir encore du contenu pédagogique. Le lien est sous cette vidéo. N'hésitez pas à lire et vous former autant que possible. Tout le reste, les bonnes performances, la bonne sélection d'actions, la chance n'est qu'une conséquence de l'investissement sur soi. Et oui, même la chance, parce que la chance favorise les esprits préparés. Merci beaucoup et moi je vous dis à très bientôt.